Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Euro de football qui vient tout juste de se terminer en France. J'avais pas de maillot de l'équipe de France sous la main, mais on va partir sur un petit t-shirt Bisbee, hashtag placement de produit, avec deux jeux de mots qui reflètent bien mon humour, Allez la frange et footballaire. On commence tout de suite. Cette vidéo sera la moins insultante possible envers la communauté portugaise et franco-portugaise. Je n'ai que 76 abonnés, ça serait dommage de s'en priver d'autres. J'ai bien compris qu'il fallait vendre son cul si on voulait réussir sur YouTube. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Cet Euro a été l'avènement de nouvelles règles d'arbitrage. Désormais, les équipes peuvent engager vers l'arrière alors qu'avant elles étaient obligées d'engager vers l'avant. Et l'arbitre peut même expulser les joueurs lors de l'échauffement d'avant-match, par exemple si vous faites trop mal vos montées de genoux ou vos pas chassés. Ça a également été la fin de la double peine, c'est-à-dire qu'une faute dans la surface de réparation qui annihilie une action de but ne sera plus sanctionnée d'un carton rouge et d'un penalty, mais seulement d'un carton jaune et d'un penalty à l'appréciation de l'arbitre, afin de ne pas trop pénaliser l'équipe qui a commis la faute. La règle du hors-jeu a également été légèrement modifiée. Désormais, on tiendra seulement compte de la position de la tête, du corps et des pieds pour définir une position de hors-jeu, et non plus la position des bras et des jambes comme c'était le cas auparavant, mais je pense pas que ça va aider les femmes à comprendre plus facilement cette règle. Pour les femmes qui n'ont toujours pas compris la règle du hors-jeu mais qui regardent mes vidéos, donc que je respecte infiniment, on va faire les choses très simples. Prenez-vous juste un petit post-it, vous allez noter ce que je vais dire très simplement et vous allez le coller à côté de votre télé. Un joueur est hors-jeu s'il se situe entre le dernier défenseur et le gardien de but. Par exemple, sur ce schéma, le joueur rouge est hors-jeu, et sur ce schéma-là, il ne l'est pas. C'est quand même plutôt simple. Dans la majorité des cas, le hors-jeu est loin d'être aussi simple, ça se joue souvent au centimètre près, mais déjà que vous avez du mal à réussir votre créneau du premier coup, on va surtout vous demander de bien comprendre la règle, de la savoir, mais pas de repérer des hors-jeux compliqués au premier coup d'œil. Et oui, on sait être tolérant. Une règle bien loufoque a également été officialisée. Désormais, une équipe ne peut plus marquer contre son camp directement sur 6 mètres ou sur corner afin de limiter les risques liés au vent. Alors à la limite, sur un dégagement en 6 mètres, je veux bien comprendre le délire pour éviter les risques liés au vent ou si on veut éviter que votre gardien vous plombe le match. Autant sur corner, j'ai un petit peu du mal à comprendre le délire. Sachant qu'une équipe va tirer un corner devant les cages adverses, pour marquer contre son camp, il faudrait envoyer son ballon à l'opposé, sachant qu'un terrain de foot fait environ 100 mètres de long. Il faudra donc faire un tir de 100 mètres de long, réussir à le cadrer et réussir également à tromper son propre gardien. La probabilité est quand même assez mince. Selon les experts, la probabilité qu'on marque contre son camp dans ce genre de situation est quand même plus élevée que la probabilité que les Portugais gagnent un match dans le temps réglementaire. La transition est toute trouvée maintenant qu'on parle du temps réglementaire et du Portugal, puisqu'on va parler du deuxième point de cette vidéo, les prolongations, que certains jugent trop ennuyantes, trop soporifiques. Certains voudraient les modifier, les réformer et pourquoi pas même les supprimer. Sans prolongation, cet Euro n'aurait jamais eu la même gueule et le Portugal n'aurait sûrement pas gagné le titre. Le Portugal a fait 3 matchs nuls lors des phases de poule. Ça a également été la première équipe de l'histoire de l'Euro à faire 3 fois des prolongations lors de la phase finale. Ils n'ont gagné qu'un seul match dans le temps réglementaire de la compétition, c'était en demi-finale face au Pays de Galles. Tant qu'on parle de chiffres, parlons du record de l'équipe de France, qui a touché 7 fois les montants durant la compétition. Le précédent record était détenu par le Portugal, tiens donc, en 2012, ils avaient touché 6 fois les montants. On va se souvenir longtemps de ce poteau d'André-Pierre Gignac à la fin du match, qui risque de nous hanter comme la transversale de David Trezeguet en 2006 sur son tir au but. Plusieurs solutions ont déjà été proposées pour rendre les prolongations plus intéressantes, plus palpitantes. Certains proposent tout bonnement de les supprimer et d'aller directement au tir au but, mais certains proposent également d'augmenter le nombre de remplaçants pour redynamiser la rencontre. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Rio, on aura le droit à un 4e remplaçant lors des prolongations pour les matchs de football. Il y a également la possibilité de revenir au but en or ou au but en argent. Au but en or, c'est la première équipe qui marque un but lors des prolongations qui gagne le match. Et au but en argent, si une équipe marque lors de la première période des prolongations et qu'elle garde son avantage, le match s'arrêtera lors de la première période. Il n'y aura donc pas 15 minutes supplémentaires qui seront jouées après. Dans les années 2000, le but en or a été supprimé, il était jugé trop cruel, et la France est l'un des derniers bénéficiaires de cette règle, puisqu'en 2000, David Trezeguet marque le but en or lors de la finale de l'Euro face à l'Italie et nous offre la coupe. 3 économistes anglais ont également proposé l'idée d'intervertir les tirs au but et les prolongations. L'équipe qui remporterait les tirs au but aurait un avantage lors des prolongations, car si aucune des deux équipes ne marque lors des 30 minutes de prolongation, c'est l'équipe qui a remporté les tirs au but qui remporte le match. D'après eux, cela permettrait d'augmenter de 45 à 60% le nombre de buts inscrits lors des prolongations. En autre idée farfelue, pour éviter de passer par les prolongations, je peux vous proposer de conclure le match sur un FIFA, de faire un marteau-ciseaux-papier, reste à savoir si ce sera en 1 point ou en 3 points, ou également de faire voter les téléspectateurs comme à The Voice. Si vous voulez que la finale de l'Euro soit rejouée et que la France gagne la compétition, tapez 1 dans les commentaires suivi de vos coordonnées bancaires.
Dès la reprise de la Ligue 1 en août prochain, l'arbitrage vidéo va être testé. Il ne va pas être purement et simplement appliqué, mais ça va être une saison de réflexion. L'arbitrage vidéo va porter sur 4 critères: l'identité du joueur, le carton rouge, le penalty, ou pour savoir si le ballon a franchi la ligne de but. On en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant sur Cristiano Ronaldo en train de pleurer. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo, surtout si vous avez suivi l'Euro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites du foot et tenez-vous informés. Ciao! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'était un petit peu la semaine des référendums, puisqu'après le référendum pour le Brexit, ça a été le référendum local pour le maintien ou non de ce projet d'aéroport. Je reviens pour vous sur les grandes lignes de ce projet, on commence tout de suite.